à assez basse température est meilleur et conserve mieux les propriétés des aliments. Mais ça, c'est général au problème de la cuisson. Hein. Mais Valérie, est-ce que ça vous viendrait à l'esprit de faire un menu de fête, par exemple, au micro-ondes ou cuire de la viande? On voyait Mercotte qui disait dans le sujet mijoter et cuire de la viande au micro-ondes. Mais le repas de Noël, tout au micro-ondes. Ça me viendrait à l'esprit si j'ai le mode d'emploi et si je sais le faire. Je peux vous procurer tout un système fait au micro-ondes. Et puis, il y a une chose que les Français connaissent très peu, c'est les cuissons mixtes. Pour gagner du temps, on commence la cuisson au micro-ondes et on termine au four traditionnel. Et ça permet de gagner du temps. Et ce qu'on essaie surtout, c'est de répondre aux questions qui est passer le moins de temps en cuisine, mais en faisant quelque chose de simple, de rapide et de bon. Et c'est ce qu'on fait avec ça. Moi, j'aime assez d'ailleurs votre truc. Il est bon, votre gâteau. J'aime le mi-cuit, moi, oui. Il n'est pas tout à fait cuit, hein. C'est fait exprès ou c'est pas de micro-ondes? Je ne sais pas, mais c'est assez bon. Non, il est pas mal. Il faut avouer que c'est pas mal. Et en plus, on sort un produit là, qui va absolument vous satisfaire. Où on met tout dedans. J'entendais dans le reportage cette madame Cotte, je ne sais plus. Mercotte, voilà, qui disait qu'on ne peut pas faire de mijotage. Eh bien, on va vous apporter la preuve qu'on peut faire du mijotage en mettant tout dans une cocotte minute qui va au micro-ondes et qui fait tout en 30 minutes. Eh bien, écoutez, on va voir ça. Une belle aventure. Je sais pas si c'est parce bon que pour les moi, j'ai molécules, connu Tupperware, c'était quand j'étais petit, les réunions chez les voisins. Ça continue, hein? C'est toujours un mode... Vous avez fait beaucoup de réunions vous-même, Gérard. Hein, oui, c'est sûr. Et c'est devenu, voilà, cette maison-là qui s'adapte en permanence, comme quoi une société peut durer 60 ans et en permanence innover. Et c'est français. Oui. C'est français, il y a une unité de production en France qui emploie 350 personnes. On est en Belgique, on est au Portugal. On est merci beaucoup, Denis Gruel. Merci de nous avoir accueillis. Oui, évidemment. Bon appétit. On vous rappelle qu'on est solidaires toute cette semaine avec Emmaüs, avec la communauté de Paris, qu'on recherche des vêtements chauds. Allez sur la plateforme de La Quotidienne si vous êtes prêts à en donner. On en a 78 pour le moment, mais on espère faire dépasser cette jauge, dépasser les 100 avant la péter. On va la péter. Il va falloir avant la fin de cette émission. France5.fr si vous êtes prêts à donner ou 41 555. 12h12, c'est une constante. On est vraiment à la bourre aujourd'hui. On va passer à notre dossier du jour consacré aux sociétés de recouvrement. C'est parti. Prenez mon lit, les disques d'or, ma bonne humeur, les petites cuillères. Elles chassent les dettes, mais ce ne sont pas des huissiers. Certaines ont des méthodes très musclées, harcèlement, menaces. Quel est le travail des sociétés de recouvrement? Le métier est-il encadré? Comment se défendre lorsqu'on a affaire à un professionnel peu scrupuleux? C'est notre dossier du jour. On attend vos questions et réactions sur France5.fr ou sur Twitter, #La Quotidienne. Et avec nous pour parler de tout ça, maître Angélique Crépin. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau d'Amiens, spécialisée en droit de la consommation et droit bancaire. Vous êtes souvent sollicitée par les débiteurs qui se retrouvent acculés par les sociétés de recouvrement. À vos côtés, Guy Renaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la, attention, je prends mon souffle, Fédération nationale de l'information d'entreprise et de la gestion de créances. En clair, vous êtes une sorte de syndicat des sociétés de recouvrement. Hein. Vous représentez 80% du marché aujourd'hui en France. Dans un contexte de crise économique, c'est vrai que le marché de la chasse aux dettes est évidemment florissant. Qui peut faire appel à ces sociétés de recouvrement? Quelles sont leurs méthodes? Premiers éléments de réponse dans ce reportage signé Marion Banchet. Les appels de Pascal Abel font rarement plaisir à ceux qui les reçoivent. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que nous sommes mandatés par la société Abri & Co. C'est pour une facture de 2012. Pascal travaille à son compte. Il dirige une société de recouvrement. Au bout du fil, le gérant d'une entreprise d'événementiel qui n'a pas réglé une facture. Son montant, un peu plus de 6 000 €. Au final, comptablement, cette facture, elle est toujours à impayer dans les comptes de mon client. Il faudrait qu'on regarde ça ensemble, quoi. Pascal est mandaté pour obtenir le paiement de cette facture à l'amiable. La plupart de ses clients sont de petites entreprises pour lesquelles un impayé peut très vite mettre en péril leur activité. Au téléphone, il reste aimable, mais déterminé. Soit on est dans la séduction, soit on est dans la déstabilisation. Et lorsque les mauvais payeurs ne répondent ni à ses coups de fil, ni à ses lettres de relance, Pascal n'hésite pas à se déplacer en personne pour tenter de les rencontrer. Ça montre la motivation de notre client à vouloir faire respecter ses droits. Donc on espère comme ça déstabiliser
tous les cas, impressionner peut-être, mais en tous les cas, faire réagir le débiteur. Bonjour, monsieur Pascal Abel. Je ne veux pas vous déranger. Pascal Abel, la société Abisolvis, à propos des loyers de monsieur. Ah oui. Pascal a réussi à établir un premier contact prometteur avec ce locataire négligent. En revanche, il n'a pas pu rencontrer l'autre débiteur pour lequel il s'est déplacé, alors il lui laisse un souvenir, une signature bien à lui. Vous recevrez ce fichier vidéo avec ma tête, voilà, mon contact visuel. C'est comme si je lui avais serré la main, ça va lui faire la surprise. Pascal Abel assure s'être fixé des limites, ne pas recourir à la menace. Dans le domaine du recouvrement, il se veut figure d'exception, contrairement à d'autres géants du secteur qui n'hésitent pas à aller jusqu'au harcèlement. Nelly en a fait les frais. Fin 2011, après avoir résilié son abonnement téléphonique suite à un litige, cette retraitée reçoit chaque mois durant 1 an des lettres de menaces de la part d'une société de recouvrement. Il me menace à un moment donné de déclencher une procédure judiciaire. Vous vous exposez à la saisie de vos biens. Alors là, j'étais très en colère. J'ai dit, arrivez-vous, vous allez voir comment vous allez sortir d'ici. Des menaces infondées car l'opérateur a accepté la résiliation de son contrat. Pourtant, elle se souvient du sentiment qui l'envahissait à la réception de chacune de ses lettres. Un coup de poing à l'estomac. C'est innommable. C'est pas digne d'un être humain. Si Nelly a été contactée par une société de recouvrement, c'est parce que ces organismes rachètent des portefeuilles de dettes auprès de banques, d'opérateurs de télécommunications ou encore de fournisseurs d'énergie. Ces sociétés sont rémunérées au pourcentage des dettes recouvertes. Nous avons contacté de nombreuses entreprises de recouvrement pour en savoir plus sur leurs méthodes, mais aucune d'entre elles n'a accepté de nous répondre. Lucie a travaillé pour ces sociétés pendant 3 ans. Si elle a préféré démissionner, c'est parce qu'elle ne supportait plus leurs méthodes, les coups de fil à répétition notamment. Donc on appelait le client, première relance, demande de paiement, puis les relances avancent, puis on demande de nouveau le paiement, toujours le paiement. Même les soirs de Noël, de 24 décembre exactement, on relance les gens. Même ce jour-là, on les rappelle pour leur dire vous oubliez pas, il faut payer. Moi, ça m'a rendu malade au bout d'un moment. Guy Grand-Girard a souvent entendu parler de ces appels insistants. Lors des permanences de son association, il a vu défiler de nombreux consommateurs affolés. C'est des techniques redoutables. On téléphone entre 7h et 9h le matin. Ça doit être un hasard, c'est quand la famille se réunit pour le petit déjeuner. Entre midi et 2h, et souvent entre 18h et 21h. Avec des menaces précises, faites-nous 10 chèques d'un coup, autrement, demain je bloque votre compte bancaire. C'est vraiment là le... Et on a de nombreux témoignages là-dessus. Ce soir encore, un couple vient le voir à ce sujet. Vous avez reçu des lettres de menaces en plus, de la société d'une société, je crois. Hein. Oui, j'en ai reçu une la semaine dernière. Quelles que soient les menaces qui sont là-dedans, elle n'a pas les moyens de les exécuter. Mais je vais en recevoir d'autres. Oui, mais elles n'ont pas plus de valeur que celle-là. À chaque fois, il réitère le même conseil. Avant de s'affoler, il faut vérifier la validité de la dette réclamée. Parce que souvent, on a des cas, et surtout avec ces sociétés-là, plus d'autres encore, où ils vont réclamer de l'argent sur des dettes prescrites. Exemple type, les dettes de téléphonie ou d'Internet sont prescrites au bout d'1 an. Une dette auprès d'une banque, d'un assureur ou d'un fournisseur d'énergie est prescrite au bout de 2 ans s'il n'a pas agi contre vous durant ce délai. Un bailleur a 5 ans pour exiger le paiement des loyers et des charges de ses locataires. Guy Renaud, c'est assez révoltant quand on voit ça, et c'est pas l'exception, visiblement. Les sociétés de recouvrement, elles n'ont aucune morale. D'abord, je voulais remercier la Quotidienne d'avoir invité la FIGEC pour pouvoir s'exprimer. On vous remercie d'être là. Voilà, je vais essayer de vous expliquer comment fonctionnent les sociétés, c'est-à-dire notamment en privilégiant l'amiable. Dans un contexte difficile, actuellement, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, des gens qui ont des difficultés de paiement de fin de mois, et en face,
les mandataires, c'est-à-dire les créanciers qui nous ont mandatés pour recouvrer pour leur compte. Mais vous condamnez ces méthodes ou pas? Quand vous voyez le harcèlement moral, parce qu'on ne peut pas dire autre chose, ça vous gêne? La FIGEC condamne toutes les méthodes qui ne respectent pas la loi. Et la FIGEC a mis en place, depuis maintenant une vingtaine d'années, 4 codes déontologiques qui sont accessibles sur le site de la FIGEC, à la fois sur les méthodes de recouvrement, c'est-à-dire que l'ASF, qui est une association française des sociétés financières, a négocié dans le passé donc un accord avec les associations de consommateurs représentatives, et la FIGEC a repris l'intégralité de cet accord. C'est-à-dire que tous les adhérents de la FIGEC se sont engagés et les consommateurs peuvent aller voir sur le site. Sauf que vous représentez, on le disait, 80% du secteur, que là, dans le sujet, on n'a pas eu à chercher bien loin pour trouver des méthodes comme ça qui sont intrusives, invasives, pas forcément illégales, on le dit, mais en tout cas, c'est difficile pour les débiteurs de recevoir des visites jusqu'à la maison ou dans le voisinage. Quand on a sollicité les sociétés individuellement, elles ont refusé de venir nous répondre. Donc ça veut dire qu'elles n'ont peut-être pas l'esprit totalement tranquille quand même. Alors je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est l'amiable, c'est vraiment l'amiable. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour réussir un accord amiable? Il faut de façon indispensable que le premier entretien qui est mené par le chargé de recouvrement soit un rapport de confiance. C'est-à-dire qu'il faut que le débiteur puisse dire voilà mes revenus, voilà mes charges, si je suis poursuivi, si je ne sois pas poursuivi, avec un seul et unique objectif d'obtenir un accord qui sera tenu dans la durée. Bon, sauf nouvel accident de la vie qui peut arriver. Et la FIGEC a recouvré l'année dernière, donc en 2013, 1,3 milliard de créances civiles et commerciales, mais à hauteur de 60 ou 70% civiles. Et il y a 90% de ces encaissements qui ont été faits par les adhérents de la FIGEC qui sont le résultat de l'amiable. Les collaborateurs sont formés. Les collaborateurs sont formés à l'entrée, ont des clauses dans leur contrat de travail pour ne pas, par exemple, intervenir auprès d'un voisin, auprès d'un employeur. Il y a un code déontologique. Et il y a un code déontologique. Il y a la loi d'abord. Il y a un encadrement dans le code des procédures civiles d'exécution avec une ébauche de règles. D'ailleurs, la première, c'est qu'on ne doit pas commencer par un contact téléphonique, on doit commencer par une lettre. Et il est prévu que cette lettre, elle mentionne l'identité de la société de recouvrement, l'identité du créancier qui est derrière la société de recouvrement, parce que nombre de fois, moi j'ai des clients qui me disent voilà, je suis sollicité par telle société, mais on n'a même pas les références de la dette. Et quand c'est une dette ancienne, ils ne savent même pas de quoi on parle. On doit également, dans cette première lettre d'approche, indiquer le principal de la créance, les intérêts, les accessoires. Et surtout, doit figurer dans ce courrier le fait, donc c'est les dispositions d'un des articles du Code des procédures civiles d'exécution, l'article L111.8, qui prévoit que dans le cas du recouvrement amiable, il n'y a pas de frais à la charge du débiteur. Ça, on reviendra sur les frais, mais juste simplement sur la façon et sur ce code de déontologie, vous nous avez dit que vous donniez, vous, des limites, on est bien d'accord. Alors, il n'y a pas solliciter les voisins. Alors, ça, en dehors de ce dont parlait Angélique sur l'interdiction dans une lettre de commencer par autre chose qu'une lettre et de mentionner dedans un certain nombre de mentions obligatoires, le reste, voir le voisin, l'employeur, etc., il n'y a rien d'écrit, c'est un code de déontologie interne à une association qui fait ce qu'elle veut, il n'y a pas de texte légal, et on tombe dans le droit commun, ce qui est interdit, c'est le chantage, la menace, c'est l'escroquerie, Alors, par exemple, quand une société vient vous voir, on dit « il faut payer, monsieur, vous devez de l'argent », alors qu'on sait parfaitement que la somme est prescrite, par exemple, c'est-à-dire qu'elle n'est pas due en réalité, juridiquement, c'est de l'escroquerie. Je ne dis pas que c'est le cas de vos adhérents, mais enfin, il faut bien dire la réalité, au-delà de cas classique, gentil, il y a énormément de pratiques. Moi, ma pratique professionnelle, c'est les abus. Pas plus tard qu'hier soir, je recevais encore une cliente. Pendant tout le rendez-vous, elle était harcelée au téléphone et elle a fini par me dire c'est mes créanciers, puisque les gens font un amalgame, et ils ont appelé sur mon lieu de travail, etc. C'est une collègue. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'une agence présente sans cesse chez moi et me réclame des versements, il se permet de sonner chez mes voisins. Mais c'est une réalité objective que je rencontre au quotidien, tout le temps. Ce sont des pratiques que la FIGEC condamne. D'ailleurs, les adhérents
agents de la FIGEC ne font pas de visite à domicile, parce que déjà, la première chose, une visite à domicile, c'est quand même un petit peu intimidant. Donc la FIGEC envoie une première lettre, elle est mandatée, donc elle a un mandat qui est signé par le créancier, qui lui dit vous pouvez faire telle ou telle démarche selon les conditions, vous pouvez faire ou vous ne pouvez pas faire une action judiciaire. Et donc après, il y a, je confirme effectivement, tout à fait, Maître Angélique sait exactement mieux que moi, c'est les articles R124.1 à R124.7 du code de... C'est formidable, hein, le soir sur la table de chevet, c'est quand complété. Juste pour qu'on comprenne bien... Ils sont précis, déjà. Ouais, juste pour qu'on comprenne bien, c'est quoi la différence avec un huissier? Luc nous demande ça par SMS. Alors ça, c'est un problème, effectivement, qui a une certaine ambiguïté. C'est-à-dire que les huissiers sont officiers ministériels, publics ministériels, et ils ont le monopole de l'exécution des titres, des jugements, mais également, ils peuvent faire du recouvrement amiable, comme les sociétés de recouvrement, mais avec les mêmes règles, c'est-à-dire... Mais Gérard, pourquoi ils font appel aux sociétés de recouvrement alors et pas aux huissiers? Le problème, c'est vous avez les deux entrées. Il y a les sociétés de recouvrement qui sont passées pour des huissiers et qui écrivent des lettres tout à fait ambiguës qui fait peur aux gens. Qui sont pénalement répréhensibles. C'est formellement interdit. Parce qu'il y a un texte qui l'interdit. Qui l'interdit formellement. Et le but, c'est de faire peur. Parce que je veux bien qu'on me raconte n'importe quoi, mais c'est rare. Si les gens n'ont pas payé avant, qu'ils payent spontanément, ça ne leur fait pas peur. D'intimider, quoi. C'est l'intimidation. Tout à fait. Et la deuxième entrée par rapport au problème des huissiers, c'est que les huissiers, en règle générale, ils sont soumis à un certain nombre de règles très strictes, ils sont sous la surveillance du procureur de la République, et donc, eux ne peuvent pas faire n'importe quoi. S'ils font n'importe quoi, ils risquent la radiation. Résultat, il y a un certain nombre de gens qui ont doit de l'argent, ils se disent, ça sera peut-être plus efficace. Mais on comprend bien que la frontière, elle est très mince entre les sociétés de recouvrement qui sont passées pour des huissiers et l'inverse, pour que ce soit plus clair si vous nous regardez. On a deux exemples de lettres ici, maître. On a d'abord celle d'une société de recouvrement et on va voir ce qui est écrit dessus et ce qui est surligné. Nous engageons une procédure judiciaire à votre rencontre avec saisie sur vos biens, vos revenus et frais supplémentaires. Alors, déjà, ça, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit, c'est pas possible. D'autant que la société de recouvrement n'a pas cette qualité. Seul un huissier pourrait menacer et à condition, comme on l'a dit, qu'il dispose d'une décision de justice qui est définitive et exécutoire. Donc à partir du moment où il n'y a pas de décision de justice, déjà, il ne peut pas y avoir de saisie. Réserve de saisie conservatoire, mais c'est un cas tout à fait particulier. Donc, dès qu'on reçoit ce type de courrier, c'est abusif. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne répond pas. Quand on reçoit un courrier comme celui-ci, le mieux qu'on ait à faire, c'est de se rapprocher soit d'un juriste, de quelque nature qu'il soit, pour dire, voilà, comment je puisse réagir. On me parle d'une dette, par exemple, en l'occurrence de 125 €, parce que, comme le disait tout à l'heure notre confrère, bien sûr, il y a des règles de prescription. La première chose, c'est est-ce que la dette est due? Parce que, par définition, la société de recouvrement, elle ne va pas dire si la dette, elle est due ou elle n'est pas due. Ce n'est pas son rôle. Elle a des comptes à rendre à un de ses clients. Sauf que, bien sûr, les intérêts vont être en contradiction avec ceux du débiteur qui, lui, doit prendre conseil pour savoir si c'est dû. Et après, comment ils peuvent récupérer? Est-ce que réellement, ils sont dans une situation où on peut aller sur des saisies ou pas? Et juste deuxième courrier, là, c'est un courrier d'huissier cette fois-ci. Et il est écrit « Saisie conservatoire de vos meubles assisté d'un serrurier. Un huissier de justice va se présenter à votre domicile. » Alors, pareil, donc là, par contre, l'huissier, il a le pouvoir de saisir, mais on en revient toujours même à condition qu'il dispose d'une décision de justice. Or, quand on lit ce courrier, on se rend compte qu'il y a de fortes chances qu'il n'ait pas du tout de décision de justice, donc on n'est pas du tout dans le cadre où la personne a des menaces sur ses biens, sur ses comptes bancaires. Il y a une décision de justice derrière. Il doit l'écrire. 600 000. Alors, normalement, il le mentionne. Alors déjà, là, je suis sûre qu'il n'y en a pas une. Et puis, en plus, vu le montant de la créance, il y a peu de chances qu'il y ait des poursuites par le créancier, puisque le jeu n'en vaut pas la chandelle. Mais il y a peu de chances. Mais en plus, vu la tournure du courrier, non, on n'est pas dans le cadre d'une exécution forcée, clairement. Je voulais simplement apporter une petite précision sur la première lettre. Déjà, l'intitulé de la société ou de l'acteur, Société d'études contentieuses et de poursuites. Ah, déjà, ça fait déjà l'intitulé est plus que tendancieux. Si et donc ça, au niveau des règles déontologiques, parce qu'on a des règles déontologiques vis-à-vis des clients, je n'ai pas parlé tout à l'heure de tout ce qui concerne le traitement des données personnelles, donc la loi informatique et liberté, l'accès, les délais d'inscription, etc., etc. Et nous avons également des règles qui s'imposent à nos adhérents, c'est-à-dire que nos adhérents
Talleyrand signe également un engagement. Et on a travaillé, plusieurs de nos sociétés ont travaillé depuis plusieurs années avec les antennes départementales de la DGCCRF sur l'amélioration de la formulation de ces courriers. C'est-à-dire que j'ai un débiteur au téléphone, je prends un accord amiable avec lui, je prends une requête d'injonction de payer et je lui explique que tant que l'accord est respecté, il n'aura pas d'autres poursuites, il n'aura pas de calcul des intérêts. Et tout ça est dans je reviens sur l'amiable, la négociation, et si elle est bien menée, elle aboutit à des résultats qui sont vraiment exceptionnel. Ouais, justement, c'est 90% le meilleur moyen, c'est le seul et unique moyen. Négocier avant de ne plus pouvoir payer. Bien souvent, c'est vrai, on a tendance à faire l'autruche, on n'ose pas se rapprocher de l'entreprise ou de l'administration à laquelle on doit de l'argent. Elles peuvent pourtant se montrer à l'écoute, comme nous le prouve Marion Banchet. Électricité, impôts, téléphonie. Avec la crise, de plus en plus de Français peinent à régler leurs factures. En cas de difficulté financière, n'attendez pas que la situation s'envenime. Mieux vaut contacter son créancier plutôt que de multiplier les impayés. Le créancier, il aime bien savoir où est son débiteur et de garder un contact avec lui. Le pire pour un créancier, c'est de ne plus avoir de contact avec son débiteur, quand son débiteur ne répond plus. En général, un créancier qui est informé est beaucoup plus bienveillant et on peut trouver des arrangements. La solution la plus courante consiste à établir un échéancier pour le paiement de vos factures. Il est par exemple possible d'échelonner le règlement de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation ou encore de la taxe foncière. Si vos revenus ont subi une baisse de 30% ou plus, votre demande sera acceptée de droit. Vous pouvez envoyer votre requête à tout moment de l'année, avant la date limite du paiement de l'impôt. Côté énergie, GDF propose au cas par cas d'échelonner le règlement de vos factures impayées. Une pratique répandue aussi chez EDF, qui a mis en place des tarifs sociaux pour les personnes en difficulté. 2 millions de foyers en bénéficient actuellement. Les gens qui sont bénéficiaires de la CMU-C sont recensés par les organismes d'assurance maladie, qui nous transmettent les coordonnées de ces personnes. On dit aux personnes, écoutez, vous êtes bénéficiaires de ces tarifs sociaux, donc ils ont à ce moment-là une réduction sur la facture qui correspond à peu près à une centaine d'euros par an en moyenne. Pour les étudiants, il est souvent possible de diviser le paiement des frais d'inscription en 3 versements, répartis sur les 3 premiers mois de l'année universitaire. Dans le cadre des copropriétés, l'étalement du paiement des charges et des travaux est rarement accordé, sauf s'il s'agit de travaux d'amélioration. Si on vous propose des travaux d'amélioration, type la pose d'un ascenseur, type création d'un équipement dans la copropriété, ou des travaux de modification du hall, de création d'un sas dans le hall par exemple, des travaux d'amélioration, et que vous votez contre ces travaux, vous pouvez là exiger, c'est pas demander, c'est exiger l'échelonnement sur 10 ans. Si vous avez voté pour, vous ne pouvez pas demander l'échelonnement. Prévoyez aussi que des frais bancaires seront certainement rajoutés à la somme échelonnée. Juste petit bémol, Fabien, on voit qu'il y a des frais parfois. Sur les impôts, sur l'administration, par exemple, ils acceptent l'échelonnement, mais c'est majoré. Il y a des majorations. Ah bah c'est 10% de majoration, sauf cas très particulier où vraiment on peut justifier de gros problèmes financiers. Sinon, c'est 10%. Vous êtes très nombreux à réagir sur la plateforme de La Quotidienne et au 41 555. Une société de recouvrement me demande de rembourser une dette, plus des intérêts et les frais. En gros, ils ont doublé la somme. Est-ce que c'est légal? Alors, les intérêts se prescrivent par 5 ans, première chose. Donc, attention, depuis quand ils calculent les intérêts. Donc, toujours reprendre contact avec la société pour demander un décompte précis, notamment du calcul des intérêts, du principal également. Et en ce qui concerne les frais, il faut savoir de quoi il parle. Les frais de recouvrement amiable ne sont pas dus par le débiteur. Ça, c'est la loi qui le prévoit. Donc, on ne peut pas imposer des frais de recouvrement amiable aux débiteurs dans ce stade. Par contre, alors, c'est le créancier qui les assume vis-à-vis de son mandataire. Par contre, si on est en exécution forcée, c'est-à-dire s'il y a une décision de justice qui a été rendue, là, les frais sont dus. C'est pas pareil. D'accord. Autre SMS, je viens d'entendre un opérateur de téléphonie à 1 an pour réclamer une dette. Pourtant, ça fait plus de 2 ans que mon ancien opérateur me harcèle via une société de recouvrement. Il faut lui opposer la prescription et après, j'ai envie de dire, faire l'autruche. Il n'y a pas d'autre solution. Comment on peut les connaître? Auprès de qui on peut se renseigner sur les délais de prescription? Alors, il y a des sites,
la DGCCRF, il y a des sites où il y a vraiment toutes les informations nécessaires, notamment en matière de droit de la consommation. Parce que là, on parle en téléphonie, il y a ce délai d'1 an, mais en matière de consommation, tout ce qui est lié aux ventes d'un professionnel vis-à-vis d'un consommateur, prestation de service également, c'est 2 ans. Donc ça va très très vite. Mais ça veut dire que si on est peu scrupuleux, on peut aussi laisser traîner à chaque fois. C'est au créancier d'être scrupuleux. Si vous permettez, l'objectif est de donner des conseils précis. Donc ce qui vient d'être indiqué par Maître Crépin, c'était très précis, était très bien expliqué. Par contre, il faut savoir, c'est qu'un délai de prescription, je ne veux pas faire du jargonisme juridique, mais un délai de prescription s'interrompt. C'est-à-dire que si on fait une mise en demeure, etc., le délai repart. Donc s'il y a une action... La mise en demeure n'interrompt pas la reconnaissance de la dette. Donc si quelqu'un qui reçoit... Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? La reconnaissance de la dette interrompt la prescription. Le fait de payer... Par exemple, vous êtes sollicité, vous versez une somme d'argent, vous reconnaissez la dette, donc vous interrompez la prescription. Je voudrais dire un mot là-dessus parce que c'est important. La prescription, c'est parce que la loi considère au bout d'1 an, 2 ans, si vous n'avez pas payé, c'est que vous ne deviez pas l'argent. Et donc, c'est une présomption de ce que vous ne devez rien. Si vous reconnaissez que vous devez, simplement vous avez une lettre disant je ne peux pas payer actuellement, terminé, c'est reparti pour 1 an ou 2 ans. Voilà. Donc, il ne faut jamais répondre. Jamais. Il y a quand même une obligation naturelle, effectivement, c'est-à-dire même si la dette est prescrite, même s'il y a une forclusion sur un crédit à la consommation. Sachant qu'une forclusion ne s'interrompt pas. Une forclusion ne s'interrompt pas. Qu'est-ce que c'est une forclusion? Alors, une forclusion, c'est un autre moyen d'empêcher le créancier d'agir en justice. Mais c'est très spécifique, ça s'applique pour tout ce qui est crédit immobilier à la consommation, parce qu'à la différence de la prescription, le fait de reconnaître